Donc rebonjour, c'est Louis du service technique. Donc aujourd'hui on va reprendre un cours qu'on a fait il n'y a pas très longtemps sur notre système Ajax, nos centrales Ajax. On va voir un peu toutes les nouveautés et les concepts avancés, les nouveaux dispositifs. On va insister un petit peu sur les kits pour maison vide, pour éviter le squat. Et on va revoir un petit peu toutes les propriétés du firmware 2.9 et du nouveau 2.10. Donc, on va voir que dans notre menu du cours, donc on va voir premièrement les points forts de notre centrale Ajax, de nos centrales Ajax, les logiciels qui accompagnent, c'est-à-dire les app sur le téléphone, l'Ajax et l'Ajax Pro, et ensuite l'Ajax Pro sur PC pour Windows et Mac. On va passer voir tous les nouveaux dispositifs que certains d'entre vous, vous les connaissez déjà. On va parler du nouveau firmware 2.10, le dernier. Donc on va voir que c'est un peu le 2.9 où il y a des nouvelles fonctionnalités uniquement valides, on va dire, où le règlement de l'Angleterre le demande. Donc pour la France, l'Espagne, etc. ne sont pas obligatoires, mais on peut quand même les utiliser. Et on va revenir un peu sur le firmware 2.9, on va voir toutes les utilités, les spécifications du nouveau firmware, toutes les nouveautés. Ensuite, on verra comment on peut faire des scénarios intelligents avec nos dispositifs, les petits relais, les wall switch et les sockets. Et ensuite, on va essayer de voir un petit peu une petite démo sur l'Ajax Pro sur PC, parce que je ne peux pas vous montrer ça depuis le téléphone. On va le faire depuis l'Ajax Pro. On va essayer d'intégrer une caméra, donc associer, pouvoir récupérer le flux d'une caméra sur notre centrale Ajax. Comment importer, exporter les données d'un hub à autre, quand un hub est HS, comment peut-on faire pour récupérer toute l'information. On peut aussi annuler un dispositif en cas de dysfonctionnement. On peut personnaliser des alarmes, donc on a une alarme, et donc on veut dire que c'est une alarme d'incendie, d'intrusion, etc. Comment on peut être géolocalisé en cliquant sur le bouton panique, et on va voir comment faire un scénario intelligent. Donc, et ensuite on va voir quelques vidéos que nous avons placées sur YouTube, qui sont très intéressantes le brouillage du signal GWLR. Ensuite, la portée de notre signal GWLR aussi, la distance qu'on peut faire avec en champ libre, et on va voir aussi comment changer les modules d'alimentation de notre centrale quand on veut utiliser notre centrale en 6 volts ou en 12 volts. Donc on va commencer par les points forts de notre Ajax. Donc comme vous savez, le GWLR c'est quoi? C'est le protocole de transmission de communication entre nos dispositifs et notre petite centrale. Donc ça c'est le protocole GWLR qui fonctionne en 868 MHz. Donc c'est le protocole via radio le plus grand, avec la plus grande portée du marché. Donc on peut aller jusqu'à 2 km en champ ouvert. Tout dépend des dispositifs, bien sûr, il y en a certains qui vont à 1200 mètres. Mais au maximum, nous avons des dispositifs qui peuvent aller jusqu'à 2 km en champ ouvert. On verra une petite vidéo qui le démontre. Ensuite, comme c'est du via radio, donc c'est pas câblé, mais on a quand même une supervision entre nos dispositifs, tous nos détecteurs et notre centrale à partir de 12 secondes. Donc ça veut dire que si jamais on perd la communication avec un dispositif, au bout de 12 secondes maximum, on va être averti. Ensuite, notre centrale est capable de détecter un brouillage. Quelqu'un veut nous brouiller le signal GWLR ou le signal 3G ou 4G. Donc notre centrale est capable de le détecter, de faire une action, c'est-à-dire qu'elle va changer de fréquence. Elle peut aller de 868.0 à 868.6, je crois, MHz. Donc elle détecte, elle essaie elle va changer de fréquence pour ne pas être inhibée, pour ne pas être brouillée. Et en plus, elle va nous notifier qu'il y a quelqu'un qui veut inhiber, brouiller notre signal GWLR. Donc on va recevoir ça sur notre app, sur notre PC Ajax bien sûr, et aussi on peut recevoir, la télésurveillance va pouvoir recevoir cette alarme.
Au niveau des batteries aussi, c'est le point fort de notre système Ajax. C'est que certains de nos dispositifs peuvent avoir une autonomie de jusqu'à 7 ans. Donc comme vous savez, 7 ans c'est le maximum. Donc tout dépend de la configuration que nous faisons sur les détecteurs. Il y a une configuration basique. Donc si on la laisse telle qu'elle, et si le constructeur nous dit que l'utilisation, la durée de batterie est de 5 ans ou 7 ans, ben, normalement ça devrait être 5 ans ou 7 ans. Donc pour que vous compreniez bien, c'est plus le détecteur est éloigné de notre centrale Ajax, plus elle va consommer. Donc ça aussi c'est un facteur à prendre en compte. C'est-à-dire que notre centrale, notre détecteur sont capables de déterminer que s'ils sont éloignés, s'ils sont près, donc ils vont économiser la batterie. Par contre, s'ils sont éloignés, bon, la batterie durera moins longtemps. Donc, comme je vous disais, le protocole, le point fort, c'est notre protocole JWLR, qui permet, comme on a dit, une communication bidirectionnelle entre nos détecteurs et notre centrale, constamment. Toutes les X secondes, ils se communiquent entre eux, donc on va savoir si un détecteur est HS ou ne répond pas bien à un problème. Ensuite, notre protocole JWLR est capable aussi de détecter un brouillage, une inhibition de la fréquence. Donc il va pouvoir changer de fréquence et aussi nous avertir. Et ensuite, tous les événements sont cryptés. Donc ça, c'est vrai pour toutes nos centrales. Les 4 modèles que nous avons de notre centrale, que ce soit le Hub, le Hub+, le Hub 2+, ou le Hub 2, ont le protocole JWLR. Ça, c'est transmission des données. Ensuite, nous avons un autre protocole qui, lui, ne permet que la transmission des images. Ça, c'est le protocole WINGS. Donc, ce protocole n'est intégré que dans les centrales Hub 2 et Hub 2+, donc tout ce qui commence par Hub 2 ont le protocole WINGS, ce qui permet de pouvoir mettre notre motion cam, c'est notre la peer cam de Ajax, qui va permettre sur une détection, pouvoir nous envoyer 1, 2, 3, jusqu'à 5 photos en détection. Donc, si vous voulez placer une motion cam, une peer cam, obligatoirement on va devoir placer un Hub 2 ou un Hub 2+. D'accord ? Donc cette centrale est de grade 2, pourquoi? Parce que on a une fiabilité, on a un fonctionnement constamment supervisé, comme on a dit, hein, communication constante bidirectionnelle entre tous nos dispositifs, le hub, et en plus on verra aussi que le hub se communique constamment avec le serveur Ajax. Donc si jamais on a une coupure même d'internet ou une coupure de courant, bon, vous savez que les centrales ont une batterie, donc coupure de courant c'est pas trop grave parce que notre batterie va durer jusqu'à 15 heures d'autonomie de notre petite centrale. Mais si on a une coupure d'internet où le signal est inhibé, le signal 3G ou 4G est inhibé aussi. Donc le serveur Ajax va être au courant, il ne reçoit pas les informations de votre centrale, donc il va vous communiquer que votre centrale ne fonctionne plus, il n'y a plus d'internet, ou quelqu'un essaie de brouiller votre signal. Au niveau de la rapidité, comme on a dit, hein, quand il y a une détection, on va être signalé, on va être averti en moins de 0,15 secondes, donc c'est immédiat, on va dire, hein, une détection, de suite on reçoit une notification sur le téléphone, donc super rapide. Au niveau de la forteresse, comme on a dit, la centrale est capable de détecter les inhibitions, les brouillages, le masquage sur certains dispositifs. Les dispositifs de détection volumétrique sont capables de détecter s'il y a un masquage, donc on va être averti aussi. Et tous nos dispositifs, que ce soit la centrale ou les dispositifs, ont toute une autoprotection. Donc si quelqu'un essaie de vous arracher le dispositif, la sirène va gueuler, on va dire, et on va recevoir les notifications d'autoprotection. Et l'anti-sabotage, bien sûr, c'est simple, c'est ce qu'on disait, le brouillage de notre signal. On va être averti à tout moment que quelqu'un essaie de nous brouiller le signal JWLR, ou le signal 3G, ou le signal 4G, et on va être averti. Donc elle va être capable aussi de changer sa fréquence pour pouvoir prendre une fréquence qui ne soit pas inhibée, brouillée, on va dire. Donc centrale Ajax grade 2. Quels sont les points forts aussi? C'est la sécurité maximale. Pourquoi sécurité maximale? Parce que certaines centrales permettent plusieurs communications. Donc toutes ont la communication Ethernet, c'est-à-dire qu'on connecte notre centrale à notre box, à notre routeur.
par câble Ethernet. Et certaines ont possibilité de mettre une petite carte SIM, GPRS. Donc le Hub 2, c'est du 2G. Le Hub 2 Plus, on peut mettre jusqu'à 2 cartes SIM, 3G ou 2G. Et ensuite aussi, elle est Wi-Fi aussi. Donc ça nous permet aussi de pouvoir déporter notre centrale. On n'est pas obligé de la câbler peut-être avec notre routeur. On peut la déporter, la placer où on veut et faire la communication en Wi-Fi. Le Hub 2, Ethernet et 2 cartes SIM 2G. Et le Hub 2 Plus, le dernier, c'est notre dernier, lui fait les 4 communications, c'est-à-dire Ethernet, 2 cartes SIM, c'est très important, 4G, 3G ou 2G, et en plus elle est Wi-Fi. Donc on va parler un petit peu, on va passer vite fait sur les APP que nous avons sur le téléphone. Donc nous avons 2 APP, une pour l'utilisateur final, votre client bien sûr. Donc au client, il faut pas lui parler, on va pas lui parler de l'Ajax Pro, ça c'est pour les ingénieurs, c'est pour les installateurs, ça c'est pour eux. Pour le client final, on va lui faire installer l'Ajax Security System. Donc pour lui, la plupart vous connaissez cette app, elle est très conviviale, très facile à utiliser. Et ensuite, nous avons, tout ça c'est pour Android bien sûr et iPhone. Et ensuite, pour les installateurs, pour les ingénieurs, nous avons l'Ajax Pro, qui est à la fois, on peut l'installer sur le téléphone, et aussi on peut l'installer sur le PC, un PC Mac ou un PC Windows, avec le même compte. Une fois qu'on crée un compte sur Ajax Pro, on va se loguer avec le même compte sur la version pour PC. Donc, quelle est la différence? La différence que sur Ajax Pro, on peut avoir des milliers de centrales, on peut gérer des milliers de centrales. On peut rechercher les centrales par nom pour identifiant. Ce qui est bien, c'est qu'elles ne sont pas actives, donc ça ne va pas occuper beaucoup de ressources sur notre PC ou sur notre téléphone. Elles ne s'activent que quand on clique dessus pour pouvoir modifier, aller voir qu'est-ce qui se passe sur la centrale. Tandis que sur le téléphone du client, avec son Ajax Security System, on va pouvoir bien sûr ajouter plusieurs centrales aussi. Mais celles-ci, elles sont toujours actives. Donc ça prend un peu plus de ressources. Donc c'est pour ça que l'Ajax Pro pour les professionnels, les installateurs, et l'Ajax tout court pour l'utilisateur final. Donc la procédure, c'est quoi? C'est l'installateur fait son installation depuis son téléphone avec l'Ajax Pro, pardon. Une fois qu'il a fini, tout fonctionne correctement, il invite son client, son utilisateur final. Donc c'est la procédure habituelle. Donc on finit l'installation, on fait l'installation avec l'Ajax Pro, depuis le téléphone ou depuis le PC, peu importe. Une fois qu'on a fini, on invite notre client sur l'Ajax. Donc ça c'est un peu, on le verra tout à l'heure, c'est la version Ajax Pro sur PC. Donc vous verrez que c'est très facile à utiliser. Et donc on va pouvoir gérer des milliers de centrales de nos clients. Comme je vous disais, l'Ajax Pro permet un contrôle total. On va pouvoir accéder à toutes nos centrales, bien sûr si on a les droits, parce que quand on invite notre client final, soit on l'invite comme administrateur, soit comme utilisateur. Mais si on l'invite comme utilisateur, l'installateur garde les droits, donc il va pouvoir, il a tous les permis sur la centrale. Tandis que s'il invite comme administrateur, qu'est-ce qui se passe? C'est que le client final passe administrateur et donc l'installateur perd les droits. Au bout de 7 heures, il va perdre les droits, donc il est obligé de redemander les droits pour récupérer les droits aussi sur la centrale. Mais ça, la plupart, vous connaissez le fonctionnement. Donc rapidité, comme on l'a dit, on peut gérer jusqu'à des milliers de hubs, on peut faire des recherches et on peut à tout moment savoir si un détecteur fonctionne, etc. On peut actuer à distance, on n'est pas obligé d'aller sur site. On verra qu'on peut aussi, à distance bien sûr, depuis le PC ou depuis notre app Ajax Pro, modifier toute la configuration. On va pouvoir annuler un dispositif qui est en dysfonctionnement par exemple, qui donne des problèmes. On le dissocie pas, mais on l'annule. Donc tout ça, on peut le faire à distance. On n'a pas besoin d'aller sur site. C'est l'un des points forts de l'Ajax. On peut faire ça tout à distance.
Et ensuite, l'Ajax Pro aussi s'actualise. Quand vous ouvrirez l'Ajax Pro, il vous demandera d'actualiser. Il va vous dire, bon, il y a une nouvelle actualisation. Donc, c'est des actualisations constantes, des améliorations constantes. Bon, sachez que les centrales, enfin, ça vous le savez, mais les centrales, toutes nos centrales, s'actualisent de manière automatique. Donc, une fois que la centrale n'est pas armée, s'il y a une actualisation dans le nuage Ajax, en 5 minutes, la centrale s'actualisera automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Donc, on va voir vite fait, parce qu'on l'a vu la dernière fois, mais on va voir un petit peu tous les nouveaux dispositifs de fin d'année dernière. Donc, le nouveau Hub+, ça c'est le dernier. Notre multitransmetteur, qu'est-ce que le multitransmetteur? C'est comment récupérer sur, par exemple, une ancienne installation où il y a des détecteurs filaires. On veut les récupérer parce qu'ils fonctionnent très bien. On veut récupérer tous ces détecteurs-là et on veut les rendre compatibles avec notre centrale Ajax. Jusqu'à maintenant, on avait l'Agitransmetteur qui servait pour un seul détecteur câblé. Avec le multitransmetteur, on peut aller jusqu'à 9 ou 18 détecteurs câblés. On peut récupérer jusqu'à 9 ou 18, on va le voir en détail. On va pouvoir aussi personnaliser notre sirène, parce que la sirène, c'est la première chose qu'on voit quand on fait une installation à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on voit? C'est la sirène, parce que les détecteurs, on ne les voit pas. Donc on peut personnaliser avec le logo de la société, par exemple, ou le logo de la télésurveillance. Donc ça, c'est important. Ça, c'est une nouveauté. La J-Wood, c'est une petite casquette, on verra, une petite casquette qu'on va mettre dans les détecteurs extérieurs, parce que jusqu'à maintenant, les détecteurs extérieurs donnaient quelques fausses alarmes, surtout quand il pleuvait ou il y avait de la neige, etc. Donc la pluie et la neige glissaient sur le détecteur, donc ça donnait des fausses détections ou du masquage, etc. Donc Ajax nous a fait une petite casquette pour éviter ce type de fausses alarmes. Nous avons aussi le double bouton, plus son support, qui va permettre en cas de panique, on avait jusqu'à maintenant le bouton panique qui était composé d'un seul bouton. Cette fois-ci, nous avons le double bouton qui permet d'éviter les fausses manipulations, on va dire, les fausses paniques. Donc on va le voir en détail tout à l'heure. Ensuite, nous avons des modules d'alimentation. Donc, vous savez que les centrales fonctionnent en 220. Mais beaucoup de clients nous demandaient d'avoir des centrales qui fonctionnent à 12 volts ou à 6 volts. 12 volts pour, par exemple, installer dans des véhicules. Et aussi des 6 volts, par exemple, pour pouvoir connecter ça à une batterie, pour placer dans les endroits où il n'y a pas d'électricité. Donc on va voir ça en détail, parce que c'est un peu le but de ce cours-ci, c'est de présenter les kits 6 volts pour les maisons vides et anti-squat. Donc on verra les kits Ajax pour Hub 2 et Hub 2+, j'ai oublié aussi, avec le module 6 volts. Donc notre nouveau cerveau, on va dire, nouvelle centrale Hub 2+, donc c'est la dernière. On va voir que en comparaison avec les autres, il y a beaucoup d'améliorations. Au niveau de la connectique, enfin de la transmission, nous avons 4 canaux, c'est-à-dire 2 cartes SIM 4G. Donc Ethernet comme d'habitude et aussi le Wi-Fi. Donc si on a une coupure d'Internet, c'est pas grave. Si on a mis une petite carte ou 2 cartes SIM, on va pouvoir la centrale va fonctionner exactement de la même manière. Donc cette centrale, cette Hub 2+, permet jusqu'à 2. Bon, c'est une centrale déjà pour de grosses installations. Jusqu'à maintenant, on avait maximum, c'était 100-150 dispositifs. Avec cette centrale, on va pouvoir faire de plus grosses installations, surtout en sachant que nous avons aussi nos répéteurs, nos REX, qui permettent à des endroits où on va mettre un dispositif où il n'y a pas beaucoup de signal GWLR, donc la communication entre notre dispositif et nos centrales est faible, on va pouvoir placer un répéteur. Donc avec cette centrale-là, on va pouvoir placer jusqu'à 5 répéteurs. Donc on va pouvoir faire vraiment de grosses installations, jusqu'à 200 dispositifs. On va pouvoir aussi avoir 200 utilisateurs sur cette centrale, donc beaucoup de personnes vont pouvoir être sur cette centrale-là. Elle est compatible, comme c'est un Hub 2, avec notre PeerCam, notre MotionCam. Comme je vous disais, les actualisations sont automatiques, on n'a rien à faire. Donc quand la centrale sera désarmée, automatiquement, s'il y a une nouvelle actualisation sur le serveur, elle va s'actualiser.
On va pouvoir ajouter jusqu'à 100 caméras. Avant, je crois que c'était 25 caméras par centrale. Ici, on va pouvoir rajouter jusqu'à 100 caméras. Quand je dis 100 caméras, ça peut être des caméras qui sont sur un enregistreur, hein. On peut ajouter n'importe quelle caméra sur notre Ajax, de n'importe quel constructeur. Bon, vous verrez que on a mis les quatre principaux. Le principal, c'est Chicavision, Saphir, X-Security et Dahua. Mais avec le flux RTSP, on peut ajouter n'importe quelle caméra de n'importe quelle marque, en sachant le flux RTSP. On en a quelques-uns, mais si vous les connaissez, c'est juste ajouter le flux RTSP d'une caméra IP ou une caméra analogique, parce que si la caméra est analogique et connectée à un enregistreur, un XVR ou un DVR, on peut aussi récupérer ce flux-là. Et donc cette centrale, comme je disais, elle a les deux protocoles, le JWLR pour les communications de données et le WINX qui va permettre d'envoyer des photos en cas de détection depuis notre motion cam. Donc ça c'est la dernière centrale d'Ajax. Je vous ai fait un tableau pour comparer un petit peu toutes nos centrales, comme ça vous voyez un petit peu au moment de faire une installation, de choisir un petit peu la centrale que vous voulez. Donc comme on voit ici, le Hub 2+, on a jusqu'à 200 dispositifs. En comparaison avec le Hub 2 ou le Hub, on est le double. Au niveau des caméras, ça c'est un peu le saut qu'on a fait là, jusqu'à 100 caméras. Au niveau des range extenders, ça c'est les REX, les répéteurs. On peut mettre jusqu'à 5. Mais attention, les REX, pour les placer, on ne peut pas mettre un REX derrière un autre REX. Il faut les mettre en étoile, mais on peut en mettre jusqu'à 5. Attention, avec le Hub, on peut en mettre qu'un. Au niveau des utilisateurs, jusqu'à 200 utilisateurs. Et les groupes, en fait, les groupes, c'est les partitions. Donc, on veut faire une partition de notre installation, des zones, on va dire, hein. Donc, on peut en faire jusqu'à 25. Et aussi des scénarios jusqu'à 64. Donc, vraiment, c'est une centrale pour vraiment on va dire, des grosses installations. Donc, notre premier dispositif, notre première nouveauté, on va dire, c'est notre multitransmetteur. Bon, je vous ai mis multitransmetteur égal à 9 AJ-transmetteurs, avec une petite étoile, on va le voir, parce qu'en fait, on a, si vous ouvrez le multitransmetteur, vous verrez qu'on a 18 zones. 18 zones, ça veut pas dire, pour moi, ça veut pas dire que on va pouvoir mettre 18 détecteurs filaires. On peut le faire, hein. Mais si on veut qu'un détecteur filaire, si un détecteur filaire a sortie d'alarme et sortie d'autoprotection, donc ça fait 2 zones, donc on divise par 2, donc pour moi ça fait 9 AJ-transmetteurs. On va la voir en détail. Donc notre AJ-transmetteur, bientôt disponible, c'est pas vrai, il est déjà là. Comme je vous disais, il y a 18 zones, on va pouvoir câbler nos dispositifs filaires qui existent déjà. On a 18 zones d'entrée. Mais si on veut faire de l'alarme plus autoprotection, on va diviser par 2, ce sera 9 dispositifs. On va pouvoir les déclarer comme normalement ouverts ou normalement fermés, mais aussi, ça c'est la nouveauté, un normalement ouvert, normalement fermé en fin de ligne, résistance fin de ligne. Ça c'est important, on va en parler tout à l'heure. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne la résistance fin de ligne. Ça va être un peu plus clair tout à l'heure. Donc l'alimentation, bien sûr, on l'alimente en 220. On va pouvoir définir, envoyer une alarme. Si jamais il y a une détection sur un des détecteurs, on va pouvoir dire à notre centrale, on va pouvoir notifier que c'est une intrusion, un incendie, une aide médicale ou un panique ou du gaz. Donc on va pouvoir personnaliser les notifications sur chaque zone. On peut placer, il y a de la place pour une batterie de secours à 12 volts qui est non inclus, en 4 ou 7 ampères-heure. Et aussi on va pouvoir alimenter nos dispositifs câblés en 12 volts, donc il y a 2 sorties, je dirais même 3 sorties d'alimentation en 12 volts, maximum 1 ampère. Donc il faudra faire un petit calcul de nos dispositifs, la consommation de nos dispositifs, et on va pouvoir alimenter tous nos dispositifs filaires en 12 volts, mais maximum 1 ampère au total. Et notre multitransmetteur est compatible avec toutes nos centrales. Donc voilà, c'est un peu un schéma de notre centrale, si vous n'avez pas acheté encore. Donc à gauche, vous voyez que on a la mesure
pour la batterie. Donc on va pouvoir placer une batterie de secours, il y a la place. Ensuite, notre module de zone d'alarme, d'entrée d'alarme, en normalement ouvert, normalement fermé ou en résistance fin de ligne. 18 zones. On va voir si on en utilise 18 ou 9. Ensuite, on a à gauche un petit bornier d'alimentation pour les détecteurs d'incendie. Pourquoi on sépare ça pourquoi on a séparé l'alimentation pour les détecteurs d'incendie? Pourquoi? Parce que vous savez que les détecteurs d'incendie, quand ils sont en détection, ils n'arrêtent pas de sonner, enfin, et sont toujours actifs tant qu'on ne fait pas une réinitialisation du détecteur. Donc ici, si on alimente nos détecteurs d'incendie sur ce bornier-là, depuis l'application, dès qu'on a une alarme, on va pouvoir réinitialiser l'alimentation, donc ça ne va plus sonner. Donc si on a des détecteurs d'incendie, on va les câbler, on va les alimenter à partir de ce petit bornier-là. Notre multitransmetteur a deux autoprotections, donc pour le couvercle en face avant, et le boîtier en face arrière. Donc on a deux autoprotections, comme tous nos dispositifs Ajax. Et bien sûr, on va pouvoir connecter n'importe quel dispositif filaire de n'importe quelle marque, que ce soit des barrières, des détecteurs de gaz, des détecteurs d'ondes radio ou des détecteurs de niveau de liquide. Peu importe. Si c'est un détecteur câblé, on va pouvoir le rendre compatible avec notre centrale Ajax à partir du multitransmetteur. On pouvait le faire avec notre agitransmetteur, mais avec celui-ci, on va pouvoir en câbler beaucoup plus. Donc on verra tout à l'heure, si vous voulez, ça c'est sur YouTube, tout ça c'est l'unboxing, c'est-à-dire présentation de notre multitransmetteur, comment le connecter, comment l'ajouter. C'est comme un dispositif normal d'Ajax. On va l'ajouter sur notre centrale, on scanne le QR code, on l'ajoute, et on fera une petite démo après sur l'Ajax Pro, et là on câble nos dispositifs, on les alimente, et ensuite on les rajoute depuis notre Ajax Pro. On va rajouter dispositif par dispositif, on va lui dire que c'est un dispositif d'intrusion, un dispositif d'incendie, etc., etc. Voilà, vous allez voir, c'est très facile. Donc il y a des vidéos sur YouTube, on va en voir quelques-unes tout à l'heure. Mais voilà, sachez que même si c'est en anglais, si vous voulez voir la présentation du multitransmetteur, comment est-il fait, c'est intéressant de le voir. Tout ça, c'est sur notre canal YouTube Ajax de Visiotech. Donc voici un petit schéma de comment se présente notre multitransmetteur. Comme je vous disais, complètement à gauche, nous avons les bornes d'alimentation séparées pour les détecteurs d'incendie. Donc si on a des détecteurs d'incendie, on va les câbler, on va les alimenter avec ce petit bornier-là. Comme ça va nous permettre de faire une réinitialisation de l'alimentation pour ces détecteurs-là. Ensuite, si on prend un détecteur, par exemple, j'ai pris un exemple d'un détecteur volumétrique, par exemple, sa consommation c'est du 23 mA. Ça c'est juste pour faire le calcul après de savoir jusqu'à combien de détecteurs je vais pouvoir alimenter avec mon multitransmetteur. Donc on va câbler directement l'alarme dans la zone 1, donc Z1 avec le commun, et ensuite l'autoprotection et l'alimentation, pardon. Vous voyez que je prends l'alimentation et je câble l'alimentation pour alimenter mon détecteur. Donc ici, j'ai pris une zone, uniquement la zone 1, mais si je veux prendre l'autoprotection de ce dispositif-là aussi, parce que je veux faire de l'autoprotection bien sûr, je vais prendre une deuxième zone. Donc je vais câbler la zone 2 avec le commun. Comme ça aussi j'aurai une alarme en autoprotection. Mais dans ce cas-là, je prends deux zones. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a 18 entrées, 18 zones. Mais dans ce cas-ci, pour un détecteur, j'ai pris deux zones. Donc si je fais la même méthode, au final, je n'aurai que 18 zones. Enfin, ou 18 détecteurs, je pourrais mettre que 9 détecteurs, pardon. Donc, chaque zone, on peut les définir comme on a dit, normalement ouvert, normalement fermé, mais aussi en résistance fin de ligne. On va voir tout à l'heure. Donc, comment connecter, je vous ai fait des petits schémas, comment connecter n'importe quel détecteur à mon multitransmetteur sans résistance fin de ligne cette fois-ci. Donc, une installation normale sans résistance fin de ligne. Donc, d'un côté, en haut, j'ai mon multitransmetteur. Et en bas, j'ai un détecteur. Donc c'est très facile. Je prends mes deux câbles d'alarme, je les amène sur ma zone 1 et le commun.
Et mon autoprotection, je fais la même chose. Je prends une deuxième zone et je l'accable sur le Z2 et le commun. Ici, je ne vous l'ai pas mis, mais sur le 12 volts ici, je pourrais bien sûr, depuis mon multitransmetteur, alimenter mon détecteur en 12 volts. Voilà. Pour ne pas encombrer un peu le schéma, je n'ai pas mis l'alimentation, mais directement on sortirait 12 volts de notre multitransmetteur et on l'amène à notre détecteur. Les avantages qu'on a, c'est que chaque signal, on va être averti, que ce soit, on va recevoir une notification de l'alarme, mais aussi si c'est une autoprotection. Donc ça, c'est l'intérêt de faire deux zones, une pour l'alarme, une autre pour l'autoprotection. Quel est l'inconvénient? C'est que on ne va pas être averti s'il y a un court-circuit sur notre détecteur, c'est-à-dire si on n'a pas fait de résistance fin de ligne. On va voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc ici, on va pouvoir bien sûr recevoir les alarmes de détection, si c'est un détecteur volumétrique de détection, d'autoprotection. Mais si quelqu'un essaie de nous saboter notre installation, on va pas être averti. Donc ici, la même chose, par exemple, si notre détecteur aussi fait de l'alarme autoprotection et du anti-masking, pour les détecteurs volumétriques par exemple, mais idem, on va prendre une troisième zone. L'avantage c'est quoi? C'est qu'on va savoir si c'est une alarme de détection, qu'on veut essayer de nous saboter, de nous arracher l'autoprotection de notre détecteur, mais aussi si on essaie de faire du masquage sur notre détecteur. Donc on saura à tout moment quel est le problème, quelle est l'alarme. Mais comme on dit, on ne va pas être averti s'il y a un court-circuit, si quelqu'un essaie de nous saboter notre installation. Ça c'est résistance fin de ligne, on va voir tout à l'heure. Donc voilà, ici on a pris 3 zones. Donc c'est à vous de voir comment vous faites l'installation. Si vous voulez prendre chaque zone pour différencier chaque événement, il va falloir prendre une zone pour chaque événement. Maintenant, on va voir comment connecter notre détecteur avec notre multitransmetteur, mais cette fois-ci avec résistance fin de ligne. Donc idem, multitransmetteur d'un côté, en haut, et en bas, nous avons notre détecteur. Donc quand on parle de résistance fin de ligne, on va mettre une résistance du côté, ça c'est important, du côté du détecteur, pas du côté du multitransmetteur. On va voir pourquoi tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon, on va câbler bien sûr notre alarme sur la zone 1 et notre tempère sur la zone 2. L'avantage c'est quoi? C'est qu'on va recevoir chaque signal par zone, donc on va savoir si c'est une alarme ou on va savoir si c'est une autoprotection. Et en plus, on va savoir que si quelqu'un essaie de nous saboter notre installation, c'est-à-dire, on va le voir tout à l'heure, comment se font les sabotages, on va être quand même averti du sabotage de l'alarme en fait. Donc voilà, on va voir pourquoi utiliser une résistance fin de ligne. C'est pas obligatoire, il y en a certains qui le font, il y en a certains qui ne le font pas. Donc qu'est-ce qui se passe? On va le faire pas à pas. Dans une installation normale, sans résistance fin de ligne, nous avons câblé notre alarme du détecteur sur notre zone 1 par exemple, en normalement fermé, les deux, sur notre multitransmetteur. Donc le circuit est fermé, tout va bien. Quand il y a une détection, notre détecteur ouvre le circuit, parce qu'il était normalement fermé, donc il ouvre le circuit. Notre multitransmetteur reçoit ça comme une alarme, donc il nous envoie une notification comme quoi c'est une alarme. Ça, c'est une installation normale. Qu'est-ce qui se passe maintenant si quelqu'un essaie de nous saboter sur une installation normale, sans résistance fin de ligne? Si quelqu'un essaie de nous saboter l'installation, les connexions. Donc, idem. Notre sortie d'alarme de notre détecteur, on le câble sur la zone 1, on aura fermé. Le circuit est fermé, tout va bien. Le saboteur, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un pont entre les deux fils. S'il y a une alarme, notre détecteur ouvre le contact, mais pour le multitransmetteur, qu'est-ce qui se passe? Pour lui, le circuit est fermé, donc pas d'alarme. Ça, c'est le sabotage typique, c'est-à-dire qu'il nous fait un pont entre nos deux fils. Et donc, ce qui se passe, c'est que notre multitransmetteur, pour lui, le circuit est fermé. Même si notre détecteur a ouvert le circuit est fermé, pas d'alarme. Pour
trouver une solution à ce problème-là, ben, on peut faire l'installation avec résistance fin de ligne. Qu'est-ce qui se passerait? Donc on met une résistance du côté de notre détecteur, une résistance, peu importe que ce soit du 2.2, du 4.7, on verra tout à l'heure, notre multitransmetteur accepte toutes les résistances. Donc le circuit est fermé, il y a une détection, notre détecteur ouvre le circuit, paf, alarme. Ok. Maintenant, si quelqu'un essaie de nous saboter, qu'est-ce qui se passe? On revient à la même installation. Du sabotage, donc le saboteur fait le pont entre nos deux fils. Alarme. Pourquoi? Parce que notre détecteur multitransmetteur, lui, il a une valeur de notre résistance qui est par exemple 2.2 kΩ. Donc le pont est fait, ok, le circuit est fermé, mais il ne récupère pas cette résistance de 2.2 par exemple, et donc pour lui c'est une alarme. Donc ça c'est l'intérêt de faire une installation avec résistance fin de ligne. C'est-à-dire que si quelqu'un essaie de nous faire le pont sur notre installation, sur les deux fils par exemple, notre multitransmetteur atteint une résistance de 2.2 ou de 4.7, on le définit sur le détecteur. Notre multitransmetteur, lui, il attend cette résistance-là. S'il n'a pas cette résistance, pour lui, c'est une alarme, un court-circuit. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien expliqué. De toute façon, vous aurez ce schéma, ce cours, on vous l'enverra, donc vous aurez un peu l'explication de comment fonctionnent les résistances fin de ligne. Bon, après, il y a des doubles résistances, etc., mais la plus commune, c'est celle-ci. Donc la plupart des installations se font sans résistance fin de ligne, mais si vous voulez faire de la résistance fin de ligne, donc il faut placer du côté du détecteur une résistance, vous le faites vous-même, et certains détecteurs ont déjà la possibilité de définir une résistance avec des deep switch. Donc on définit une résistance 2.2 ou 4.7 par exemple sur le détecteur. Sur le multitransmetteur, on lui dit qu'on atteint une résistance de 2.2 ou 4.7. Et donc si jamais on essaie de faire un court-circuit, un sabotage, on aura tout de même l'alarme parce que notre multitransmetteur attend cette résistance. Si elle ne l'a pas, elle envoie une alarme. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, comme je vous disais, les résistances, il faut les mettre du côté du détecteur et non pas du côté de notre multitransmetteur parce que les détecteurs sont à l'extérieur. Donc, si quelqu'un essaie de faire le pont entre les deux fils, s'il fait du côté du détecteur, et ça ne sert strictement à rien, donc les résistances, il faut les mettre du côté du détecteur. Et d'ailleurs, comme je vous disais, certains détecteurs ont déjà la possibilité de définir une résistance sans besoin de mettre physiquement une résistance. D'accord ? Donc, si c'est vous qui placez les résistances, mettez-les du côté du détecteur. Troisième nouveauté, c'est les sirènes personnalisables, comme on disait. Donc, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Donc, on peut les personnaliser. Donc, pour ça, il faut acheter une sirène extérieure. Le pack vient avec deux produits différents. Donc, la sirène, c'est là où il y a le circuit, etc., il y a tout. Et ensuite, le petit couvercle, le brand plate qu'on appelle, le couvercle personnalisable. C'est ce qu'on va personnaliser. Donc, c'est exactement la même sirène que l'autre, que la sirène extérieure. Elle fait le même bruit. Vous savez que tout autour, il y a des LED qui s'allument, etc. Donc ça va gueuler et puis ça va s'allumer, ça va clignoter. On va pouvoir configurer la durée de la sirène, donc jusqu'à 3 minutes, de 3 secondes, je crois, à 3 minutes. Cette sirène-là, vous savez, elle a des batteries qui durent jusqu'à 5 ans, avec une utilisation normale, on va dire, standard. Mais aussi, on peut l'alimenter en 12 volts. Donc, et elle est IP55 donc pour extérieur. Donc voilà, la personnalisation se fait sur le couvercle, ça c'est un petit exemple. Donc vous pouvez demander via notre service commercial la personnalisation de vos sirènes extérieures. Important de prendre les deux références, la sirène plus le couvercle.
Ensuite, comme je vous disais, c'est un petit gadget, mais pour moi c'est très important parce qu'au début on avait pas mal d'appels au service technique pour ce type de problème-là, les fausses alarmes sur notre détecteur Ajax d'extérieur. Pas mal de fausses alarmes quand il pleuvait, quand il neigeait, etc. Donc Ajax nous a fait un petit coup, une petite casquette, on va dire, qui est très facile à mettre, hein, c'est en 5 secondes ça se place au-dessus, et ça nous évite ça, que la pluie tombe directement sur le détecteur ou la neige, etc. Donc ça évite beaucoup de fausses alarmes. Voilà, donc s'il vous plaît, si vous installez ça à l'extérieur, prenez aussi la casquette. Comme autre nouveauté, nous avons la protection contre le vol et les urgences. Donc on avait déjà le bouton, on va dire. Ajax nous a sorti le double bouton. Pourquoi? Parce que avec le bouton, des fois, on avait quelques fausses manips. On appuyait sans faire exprès sur le bouton, parfois on envoyait un signal d'alarme de panique. Donc avec ce double bouton, ce qui permet, c'est que pour envoyer une alarme de panique, etc., on va devoir cliquer à la fois sur les deux boutons. Mais on va voir, vous allez voir que on peut cliquer avec pulsation longue ou pulsation courte. On va pouvoir aussi confirmer l'alarme avec en cliquant 2 fois. Ça, vous l'avez sur le petit manuel, mais sachez que pour le bouton panique, cette fois-ci, pour vraiment faire un bouton d'alarme, un bouton de panique, il va falloir cliquer sur les deux boutons en même temps. Donc ça évite pas mal de fausses manips, des pulsations accidentelles. Donc c'est un IP55, donc on va pouvoir placer ça un peu n'importe où. On va pouvoir mettre sous la table par exemple, comme ici, le poser sur la table, ou directement un garde de sécurité va pouvoir mettre au cou par exemple, ou sur un porte-clés par exemple aussi. Donc la portée, comme on l'a vu, excusez-moi je ne vous ai pas dit, la portée jusqu'à 1300 mètres de portée. Donc va falloir se trouver dans un rayon de 1300 mètres pour que cela fonctionne, il y ait une communication avec notre centrale. Et la durée de batterie jusqu'à 5 ans. Donc double bouton pour éviter les fausses manips. Ajax nous a sorti, ça sera bientôt, donc le double bouton plus le support qui est aussi compatible avec le bouton normal que vous voyez en bas. Donc ça permet de mettre ça sur le mur, en dessous de la table, etc., etc. Donc double bouton et support pour le double bouton et le bouton simple, on va dire. On va passer maintenant avec nos modules d'alimentation. Comme je vous disais, toutes nos centrales viennent en 220. Mais beaucoup de clients, beaucoup de clients nous demandaient la possibilité de pouvoir alimenter nos centrales en 12 volts ou même aller voir en 6 volts. Donc Ajax nous a fait ces petits modules-là. Donc on achète une centrale Ajax en 220 et ensuite on achète le kit pour transformer notre centrale avec le module 220 en module 12 volts ou en module 6 volts. Donc nous avons pour le module 12 volts, pour l'instant on va parler du module 12 volts, qu'on va pouvoir placer sur n'importe quelle installation, ou c'est surtout pensé pour des véhicules, par exemple des caravanes, des camions, etc. Là où on a une prise 12 volts pour faire de la sécurité sur notre camion, sur notre caravane. On a deux modules différents. Un qui va servir uniquement pour les hub plus et Rex, répéteurs aussi. Et un autre pour uniquement le hub 2. Donc on va pouvoir alimenter ces petits modules. Donc on va changer, on va prendre notre centrale, on va lui enlever le module 220 et on va lui placer le module 12 volts. Tout dépendra du hub qu'on a, on va lui mettre tel ou tel module. On a une vidéo aussi qui présente comment changer ces modules-là. C'est très facile, vous verrez, ça prend 5 minutes. Donc on va pouvoir alimenter cette centrale-là entre 8 et 20 volts direct, un courant maxi de 1 ampère, et sa consommation moyenne par heure est de 95 mA. De toute façon, je vous montrerai un tableau que j'ai pris de Ajax directement, de la web d'Ajax, qui nous explique, nous montre un petit peu quelles sont les consommations suivant le hub qu'on a et suivant la communication qu'on va avoir, Ethernet, SIM ou Wi-Fi. Et donc on va savoir quelle est la consommation de chaque hub et on va pouvoir faire un petit calcul. Donc comme je vous disais,
on prend une centrale Ajax 220, on lui change le petit module d'alimentation avec un module de 12 volts. Et bon, c'est fait, ce système-là, bien sûr, vous êtes d'accord avec moi, c'est fait pour être connecté avec une connexion GPRS en 2G, 3G ou 4G. Donc, comme c'est fait pour être embarqué, on va dire, dans une caravane, un camion, etc. Donc, on va pouvoir alimenter notre centrale par une connexion 12 volts qu'on a sur notre véhicule, par exemple. Et la connexion, bien sûr, on va la faire par 2G, parce qu'à l'intérieur d'un camion, on n'a pas d'Ethernet, on n'a pas de box. Donc, voilà, communication avec petite carte SIM ou deux cartes SIM. Ça, c'est à vous de voir. Donc, comme je vous disais, c'est plutôt pour les caravanes, les vans, les bateaux, ou les maisons sans source électrique, où on peut prendre l'alimentation d'une plaque solaire si on a installé des plaques solaires par exemple. Donc c'est le tableau que je vous disais en 12 volts. Donc ça, j'ai sorti ça directement depuis la web d'Ajax. Donc par exemple, si on prend, je vous ai pris un exemple avec un Hub 2 qu'on a ici en bas là. Si on a une communication uniquement par GPRS, par type carte SIM, la centrale va nous consommer 33 mAh. Donc si on met une batterie, par exemple, de 40 ampères-heure, on va pouvoir avoir une autonomie plus ou moins de 1200 heures. Je n'ai pas calculé en jours ce que ça fait. Mais voilà, avec ce petit tableau-là, on aura une petite idée de la consommation d'une petite centrale en 12 volts, avec soit une carte SIM, soit par câble Ethernet, soit par les deux. Donc on a un peu un petit tableau qui va pouvoir nous aider à calculer un peu la durée de fonctionnement de notre batterie et de notre centrale. On va passer maintenant, c'était un peu le but avec tout ce qui se passe actuellement, de notre centrale avec module 6 volts. Donc avec module 6 volts, ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'a pas d'installation électrique sur place, et on veut que notre centrale fonctionne avec une batterie qui soit capable de nous donner une autonomie de 7 ou 14 mois. Donc on a un petit module qu'on va changer aussi. On va changer le module de 220, on va le changer par celui de 6 volts. Et ensuite on va pouvoir le connecter à une batterie qui va nous permettre, suivant la batterie qu'on achète, une autonomie de 7 mois ou de 14 mois. Donc ça c'est important, c'est uniquement compatible avec des Hub 2 ou des Hub 2+. Donc on va pouvoir installer ça dans des appartements vides, des appartements qui sont en construction par exemple, et puis on n'a pas d'électricité. Donc on va quand même faire de la sécurité, on va être averti, on va être sécurisé. Donc on va pouvoir placer ce kit-là dans des appartements vides, ou alors directement des maisons de vacances où là on ne veut pas consommer, et on veut que notre seconde maison de vacances, on va dire, notre maison de vacances soit sécurisée, pour éviter un petit peu ce qu'on dit, les squatteurs, etc. Donc on veut faire de l'anti-squat et on veut installer un système de télésurveillance, en sachant que notre centrale, même si qu'elle fonctionne en 220, en 12 volts ou en 6 volts, on va exactement recevoir les mêmes notifications, les mêmes alarmes, etc. C'est ce qu'il y a de bien sur Ajax, c'est que par Ethernet ou par GPRS, on va recevoir exactement les mêmes notifications. Elle va fonctionner de la même manière, que ce soit par Ethernet ou GPRS. Donc on va voir. Donc on a sorti, bien sûr, on a le module 6 volts qu'il va falloir remplacer. Donc comme je disais, on a une petite vidéo de comment le faire, ça c'est très facile. Pour les Hub 2 et Hub 2+ uniquement. Tension d'entrée 4,2 jusqu'à 16 volts DC, donc ça c'est pas important pour vous parce que nous on vend aussi les batteries, donc voilà. Et on va changer le module 220, on va le changer à celui de 6 volts, et pour cela nous avons sorti, excusez-moi, le système est exactement le même, donc on va connecter, on va changer le module, de 6 volts. On va acheter une batterie qui nous permet l'alimentation 6 volts. Nous, on a des kits pour ça, on va les voir tout à l'heure. C'est une batterie Zinc Air, donc c'est une batterie qui fonctionne, il y a du zinc dedans, avec une étiquette. Donc on va retirer l'étiquette, ça c'est important. Et donc on va retirer l'étiquette de la batterie, ce qui permet que l'air va rentrer dans la batterie, il va y avoir un processus chimique qui va faire qu'on aura du 6 volts. Et bien sûr, la communication, de manière logique, on va la faire par GPRS, en 2G, 3G ou 4G.
Donc pour cela, on a sorti 2 kits, uniquement avec, donc il faut acheter un Hub 2 ou un Hub 2 Plus, et ensuite on achète le kit qui est composé du module 6 volts et d'une batterie. Suivant la batterie, nous aurons une autonomie de 7 mois ou de 14 mois. Donc on achète le kit 7 mois ou 14 mois, et donc plus ou moins, on aura notre centrale, notre sécurité de manière complètement autonome, c'est-à-dire sans électricité et sans Ethernet. Pourquoi? Parce qu'on a placé notre batterie qui alimente notre centrale, et ensuite la communication se fait par GPRS. Donc on va voir comment configurer ce kit-là. Donc premièrement, comme on a dit, on installe le module 6 volts, ça, on a ça sur YouTube. Et ensuite, on va configurer, depuis notre appli, on va configurer notre carte SIM et on va désactiver Ethernet. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. En sachant qu'on n'a pas Ethernet, donc on ne va pas demander à la centrale de constamment essayer de se connecter via Internet, via le câble, alors qu'il n'y a pas de box, il n'y a rien. Donc, les pas à faire, à suivre. Bon, comme je vous disais ici en français, nous avons l'installation. Si vous voulez, je peux vous la mettre. On va voir. Ouais, c'est assez facile. Donc la procédure est la même en 12 volts qu'en 6 volts. Donc si vous achetez un module 6 volts ou 12 volts, c'est exactement la même chose. Là on voit que nous avons, ça c'est le kit qui vient avec. Donc on va prendre notre centrale 220, on va lui enlever le couvercle extérieur, l'autoprotection. On va l'éteindre. Ok, est éteinte. On va enlever le couvercle de notre centrale. Donc il y a la partie électronique, donc c'est là où est toute l'électronique, on va dire, les communications, etc., etc. Et la partie module d'alimentation. Donc c'est cette partie-là qu'on va retirer en faisant attention, parce que voilà, suivant le hub que nous avons, ça change un petit peu, mais la procédure est la même. Donc on enlève le module d'alimentation 220 volts. Et on lui met celui de 6 volts ou 12 volts. La procédure est la même pour le 6 et 12. On replace, bon ça c'est la même chose. On replace la plaque à son endroit. On revisse. Et avec le kit, il y a le connecteur qui vient avec, donc on coupe les câbles et on alimente. Voilà, le tour est joué, c'est vraiment pas très compliqué. D'accord. Donc voilà, ça c'est le premier pas à faire, c'est-à-dire changer le module. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est depuis l'app, on va configurer notre petite centrale. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ça à la rigueur avant de changer le module, c'est-à-dire vérifier, parce que pour faire la configuration, bien sûr, il faut avoir accès à la centrale. Donc, moi, je vous conseille de faire ça avant de déconnecter les câbles réseau. Donc, via Internet, on va configurer la centrale. On va aller juste, et on va configurer la petite carte SIM. Donc, on va cliquer sur la centrale, sur la configuration, là, en engrenage. On va aller sur le paramètre GSM. On va activer le réseau mobile. Comme je vous l'ai dit, comme je vous dis souvent par téléphone, on active les 4 paramètres, réseau mobile, le roaming, etc. On clique sur SIM1 ou SIM2 et on renseigne la bonne APN avec nom d'utilisateur et mot de passe. Une fois qu'on a fait ça, on revient en arrière et on attend que la communication GPRS se fasse. Une fois que c'est fait, moi ce que je ferai, c'est changer le module en 12 volts ou en 6 volts, comme ça on est sûr qu'on a fait une bonne configuration de la petite carte GPRS, qu'elle fonctionne en GPRS uniquement. Et ensuite on change le module. Et ensuite ce qu'on fait, c'est pour qu'on consomme moins de batterie, on revient sur la configuration de notre centrale,
On va sur le paramètre Ethernet cette fois-ci. Donc Ethernet, c'est câble réseau. Et on désactive. Comme ça, la centrale n'est pas constamment en train de chercher à se connecter sur Internet. Donc ça économise de la batterie. Voilà. Donc, mes collègues ont fait une comparaison avec la concurrence pour un système autonome comme celui qu'on vient de présenter maintenant, kit avec batterie. Donc, on a fait une comparaison entre la concurrence et Ajax. Donc, avec Ajax, on a un test en minutes, c'est-à-dire on va savoir en question de minutes, on va pouvoir faire des tests constamment sur notre serveur. Sur notre hub, pardon. Donc notre serveur Ajax va constamment en minutes en train de se communiquer avec notre serveur. Donc on va voir s'il est prêt ou pas prêt, s'il est HS ou pas HS, enfin s'il est en communication ou pas. Tandis qu'avec d'autres systèmes, ce test se fait chaque 4 heures minimum. Donc nous en minutes, Ajax fait ça en minutes et d'autres systèmes le font, testent plus ou moins chaque 4 heures. Donc il y a beaucoup de différences en temps entre les tests que peuvent faire les serveurs avec leur centrale. En minutes aussi, on peut superviser tous nos dispositifs. Vous savez que depuis l'Ajax, on peut accéder à notre centrale et on peut voir exactement l'état de notre installation, de tous nos dispositifs. Si un dispositif est HS en minutes ou même en secondes, on va pouvoir être notifié du problème. Tandis qu'avec d'autres dispositifs de la concurrence, on n'a pas de supervision des dispositifs. Ensuite, avec notre app via notre app Ajax ou Ajax Pro, on peut faire directement la configuration à distance. On n'a pas besoin d'aller sur l'installation, tandis que la concurrence, eux, il faut qu'ils se déplacent sur l'installation pour voir ce qui se passe, pour voir exactement, pour configurer, reconfigurer, etc., etc. Donc avec Ajax, à distance, on peut vérifier et on peut modifier quoi que ce soit. Comme vous avez utilisé déjà notre app Ajax, vous savez qu'elle est intuitive et puissante, et puis conviviale aussi. Donc, en comparaison avec d'autres systèmes qui sont uniquement pour la mise en service. Ils mettent ça en service et après, c'est pas aussi intuitif et pas aussi puissant que notre Ajax. Comme je vous disais, à chaque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on va pouvoir contrôler l'état de notre installation, tandis que la concurrence, eux, ils font un contrôle entre test et test, donc chaque 4 heures, ils peuvent faire un test, tandis que nous, on peut accéder à n'importe quel moment sur notre installation via notre app, que ce soit Ajax, Ajax Pro ou Ajax Pro sur PC. Et ensuite, le design, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le design est élégant et révolutionnaire, donc en comparaison avec la concurrence qui a une esthétique un peu moins soignée, on va dire. Donc ça, c'est les atouts de notre Ajax. Surtout, quand on parle de l'Ajax de manière autonome avec notre kit 6 volts, un kit qui nous permet de faire de la sécurité de manière autonome. Donc les points clés de notre kit, c'est ça, ce que on disait, c'est manuel pas à pas. Donc on a des canaux YouTube, on a des manuels, etc. pour vous expliquer comment changer les modules, comment activer le module GPRS. Les batteries que nous offrons, les deux modèles de batteries sont de la meilleure qualité. D'accord. On a une couverture mobile, bien sûr. Important, ce que je vous disais, c'est qu'il y a un client qui m'a appelé il n'y a pas longtemps en me disant écoute, la batterie ne me dure pas longtemps. Parce que la batterie, une fois que vous allez l'installer, vous allez mettre en marche, il faut enlever l'étiquette jaune, une grosse étiquette jaune, c'est marqué sur l'étiquette, pour pouvoir permettre le bon fonctionnement de la batterie. En fait, c'est une batterie en zinc, c'est pour ça qu'elle s'appelle Zinc Air. Donc, quand on retire l'étiquette, l'air pénètre dans la batterie, ce qui permet bien sûr de créer de l'électricité et d'alimenter notre centrale. Donc, important, retirer l'étiquette lors de l'installation. Ce qui est important aussi, c'est la température de l'installation. Donc plus il va faire froid, plus ça va consommer de la batterie. Donc ça c'est un point à tenir en compte. C'est-à-dire que si vous faites une installation dans un endroit très froid, on va peut-être pas faire du 7 mois ou du 14 mois. Donc c'est important de savoir que plus il fait froid, plus ça consomme d'alimentation. Plus ça consomme de batterie, pardon. Donc on va parler maintenant du nouveau firmware 2.10. Donc ça c'est le dernier. Donc ça c'est un firmware de nos hubs qui s'actualise de manière automatique.
Donc on va parler du 2.10, c'est le dernier. Et ensuite on va revenir sur le 2.9 qui me paraît un peu plus intéressant parce que le 2.10, en fait c'est Ajax qui a sorti ce firmware-là euh, pour l'Angleterre, on va dire. C'est la norme PD 6662 qui est obligatoire, on va dire, en Angleterre, pas pour les autres pays. Donc elle est là. Nous l'avons sur nos hubs. On peut l'utiliser ou pas, mais c'est pas obligatoire. Donc en Angleterre, oui, mais pas pour les autres pays. Donc on va passer assez rapidement parce que c'est assez compliqué. Donc on va pas rentrer trop dans les détails. On va voir juste les points importants et on va revenir sur le 2.9, enfin sur les 2.9, sur le 2.9. Donc le 2.10, bien sûr, on reprend le 2.9, bien sûr, et ajoute toutes ces caractéristiques, toutes ces spécifications. Donc on va voir le 2.10 et ensuite on revient sur 2.9 pour en parler un peu plus longuement. Donc comme je vous disais, le 2.10 c'est uniquement pour les normes du Royaume-Uni. C'est pas obligatoire dans les autres pays, mais on va le voir quand même. Donc, que nous apporte le 2.10 par rapport au 2.9? C'est confirmation des alarmes. Donc, pour on envoie une notification d'alarme, pour que vraiment il y ait une alarme, il faut que plusieurs éléments sélectionnés déterminent une alarme confirmée. C'est-à-dire, bon, on le voit en détail, mais ça veut dire que pour avoir une alarme, je veux que un détecteur détecte, puis au bout d'un certain temps, un autre détecteur détecte aussi. Et avec l'ensemble de ces détecteurs dans un temps déterminé, mais ça m'envoie une alarme. Donc c'est pour une confirmation d'alarme. C'est-à-dire plusieurs détecteurs à la fois. On va définir quels sont les détecteurs qu'on veut mettre. Et on va lui dire que s'il y a 2 ou 3 détecteurs en alarme durant un temps déterminé, ça c'est une vraie alarme. C'est une alarme confirmée. Il y a aussi la restauration du système après une alarme. Donc après un événement d'alarme, par exemple, il sera nécessaire de restaurer notre installation ou de réviser le système. Donc il y a une détection, une autoprotection, etc. Donc il va nous demander est-ce qu'on veut restaurer le système ou alors on envoie quelqu'un sur l'installation pour pouvoir réviser le bon fonctionnement du système. Il y a l'armement en 2 étapes aussi. Comme je vous dis, ça c'est optionnel, on peut l'activer ou pas. D'ailleurs, vous voyez ici que dans le paramètre service, dans assistant à droite, assistant de configuration PD 6662, donc on peut suivre l'assistant, ou alors directement, vous voyez qu'en bas, connexion du serveur, paramètres des sirènes, etc. Donc on peut aller point à point et activer ou pas activer ces options-là. Donc on a aussi, comme je vous disais, l'armement en 2 étapes. Ça veut dire que pour armer notre système, on va le faire un armement initial et un armement final. C'est-à-dire on va pouvoir armer notre système avec notre petit télécommande ou depuis le clavier. Mais aussi pour finir l'armement, il faudra qu'on ferme une porte par exemple. Donc armement initial, j'arme ma centrale. Et le final, pour que vraiment on arme le système complètement, on doit peut-être à la rigueur fermer une porte. Ça c'est armement en 2 étapes. C'est intéressant ou pas? Pour les Anglais, apparemment, c'est obligatoire. Pour nous, si on veut l'utiliser, on peut l'utiliser. Ensuite, contrôle sélectif de l'intégrité du système. Ça, on avait déjà sur le 2.9. C'est-à-dire que quand on arme notre centrale, on veut être averti quand même que, par exemple, on a laissé une fenêtre ouverte. Donc ça, c'est l'intégrité du système. J'arme, mais je veux être averti que ma fenêtre, que mon détecteur d'ouverture de porte est ouvert. Enfin, ma fenêtre est ouverte, donc soit je vais la fermer, soit j'arme mon système quand même. Donc voilà, ça c'est contrôle sélectif de l'intégrité du système. On avait déjà ça, mais un peu plus poussé ici, où là on va pouvoir dire que, voilà, pour que je puisse armer ma centrale, je veux que à la fois mes détecteurs soient détecteurs de porte fermés, que ma connexion avec mon télésurveillance soit OK, que mes batteries soient OK aussi, etc., etc. Donc on va pouvoir définir plusieurs conditions pour pouvoir armer ma centrale ou pas. D'accord? Donc, il nous avertit que, par exemple, ma connexion avec la télésurveillance n'est pas OK. Veux-tu armer ou pas le système quand même? Oui ou non? D'accord? Ça, c'est le contrôle sélectif de l'intégrité du système. Pardon. Et donc, on va pouvoir aussi désactiver automatiquement les dispositifs.
on imagine qu'un détecteur est hors service, donc on peut lui dire qu'on ignore les événements jusqu'à que on rearme le système après un temps déterminé. Donc ça c'est, comme je vous dis, ça c'est des options qu'on peut utiliser ou pas, c'est pas obligatoire, mais si ça vous paraît intéressant de les activer, on peut les activer. Toujours avec si vous avez votre centrale en 2.10. Donc si vous voulez, on va voir, voilà, c'est ce que je vous disais, donc voilà, toutes ces apports, ces spécifications ajoutées sur le 2.10 par rapport au 2.9. On les retrouve sur la configuration de notre centrale, dans le paramètre service, et ici, donc, paramètres avancés. Nous avons, soit on suit l'assistant et on choisit d'activer ou pas, soit on va point à point et on active ce qu'on veut. Donc on va voir un peu plus en détail si vous voulez. Donc je vous disais, c'est dans le paramètre service, paramètres avancés, on a toutes ces options là. Donc connexion avec le serveur, ça on l'avait déjà aussi bien sûr sur le 2.9, c'est-à-dire que, comme je vous disais, tous nos dispositifs sont constamment en communication avec notre centrale, avec notre hub, mais aussi notre hub est constamment en communication avec le serveur Ajax. Donc si jamais on a une coupure d'internet ou de courant, etc., le serveur Ajax est au courant. Il n'a plus de communication, il sait que la centrale a perdu Ethernet, etc., parce qu'il se communique constamment. S'il n'a pas de réponse, surtout s'il n'a pas de réponse de la centrale, ben, le serveur va nous avertir sur notre téléphone, une notification comme quoi notre hub a perdu la connexion Internet ou GPRS, etc. Donc, ici, le paramètre connexion au serveur, c'est là où on définit un petit peu le temps de communication, le temps de comment la communication se fait entre le serveur Ajax et notre centrale, notre hub. Donc ici on voit délai d'alarme en raison d'échec de connexion, ça c'est un retard. Par contre ici la deuxième ligne c'est intervalle de ping du serveur, donc en secondes. Donc par défaut, le serveur Ajax envoie une requête 4 fois, 4 pings, il va faire 4 pings, et là on va définir le temps entre ces 4 pings là. Donc ici par exemple il y a 10 secondes. Donc le serveur Ajax va interroger notre centrale. 10 secondes après, elle va l'interroger une deuxième fois. 10 secondes après une troisième fois. Et 10 secondes après une quatrième fois. 4 fois. Ça c'est par défaut, on ne peut pas le changer. Si au bout de la quatrième fois, c'est-à-dire au bout de 40 secondes, plus le temps qu'on a défini en haut, le délai, 30 secondes, donc au bout de 70 secondes, 1 heure, 1 minute et 10 secondes, notre centrale ne répond pas au serveur Ajax. Donc là, on va recevoir le serveur Ajax va nous envoyer une notification nous disant écoute, ta centrale, elle répond pas, donc il y a un problème. Donc voilà, ça c'est la connexion de notre centrale Ajax, notre petite centrale Ajax, avec le serveur Ajax. Et c'est ici qu'on le définit. Donc ici, dans l'exemple ici, 10 secondes entre chaque intervalle, ça fait 40 secondes, plus 30 secondes de délai. Au bout de 70 secondes, si notre centrale ne répond pas, on va être averti. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Deuxième option du firmware, le PD6662 spécial Angleterre. On peut paramétrer des sirènes. Donc on va pouvoir lui dire par exemple que, ça on l'avait déjà, si le hub ou le boîtier des détecteurs est ouvert, on veut que la sirène sonne. Ou si le bouton panique est appuyé depuis notre app, on veut que la sirène sonne. Ça, on peut cocher ou décocher. Et ensuite, on peut dire à la sirène aussi que, par exemple, s'il y a une détection, s'il y a une intrusion, par exemple, automatiquement la sirène a sonné, mais que après qu'elle arrête de sonner, on va dire, au bout de 3 minutes par exemple, on veut que les LED qui se trouvent autour de la sirène s'allument et clignotent je crois que c'était un intervalle de quelques secondes. Donc on arrive sur le site, on voit que la sirène clignote toutes les X secondes, ça veut dire qu'il y a une alarme d'intrusion ou un bouton d'urgence confirmé ou un bouton d'urgence unique, où le couvercle a été ouvert. Donc voilà, la sirène va nous avertir quand on arrive sur site qu'il y a eu une intrusion ou quelqu'un a appuyé sur le bouton panique, etc. Donc ça c'est une autre option qu'on peut utiliser, pourquoi pas. Donc on est renseigné, bon à part normalement on devrait recevoir les notifications bien sûr, mais on a la sirène qui nous avertit aussi qu'il y a eu un problème sur l'installation, il y a eu une intrusion, etc.
Oui, c'est bon. Détecteur d'incendie, ça on avait aussi. C'est-à-dire que si on place des détecteurs d'incendie, enfin de fumée, etc., les phares et protect, donc on peut interconnecter tous ces détecteurs. On imagine que on place un détecteur au premier étage, deuxième au deuxième étage, le troisième au troisième étage, etc. Donc quand un des détecteurs détecte de la fumée ou de la température, etc., on peut faire que tous les détecteurs sonnent en même temps. On ne veut pas qu'un seul détecteur fonctionne, sinon que à la fois tous les détecteurs sonnent. Donc ici, on cocherait alarme protect interconnecté. D'accord. Vérification de l'intégrité du système, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on veut que, au moment où on arme la centrale, on veut être sûr que tous nos dispositifs sont OK, que tous les dispositifs, que toutes les portes sont fermées, que les couvercles qui sont bien placés, qui ne sont pas arrachés, que ils sont bien alimentés, qu'il n'y a pas de bruit sur le signal GWLR, que la connexion de notre serveur, de notre centrale avec le serveur est correcte, et que la connexion par exemple avec la télésurveillance est correcte aussi. Donc on peut cocher tel ou tel paramètre, et donc on peut lui dire que quand j'arme la centrale, il vérifie tous ces paramètres-là. Et si jamais il y a une des options qui n'est pas correcte, par exemple l'état du couvercle, il va m'avertir. Et en bas, vous voyez qu'il met permission d'armement. Donc il va m'avertir, mais quand même, je vais pouvoir armer ma centrale. Si je décoche, il ne va pas me laisser jusqu'à que je trouve la solution ou je répare ce qui ne va pas. Confirmation de l'alarme. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que on veut que, pour que on soit averti d'une alarme, qu'il y ait plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, c'est-à-dire j'ai une détection volumétrie, une détection de mouvement, et aussi j'ai une ouverture de porte, par exemple, dans un espace de temps limité, 30 minutes par exemple. Si dans 30 minutes j'ai ces deux phénomènes qui se font, ben là c'est là où j'envoie une alarme. Pas uniquement sur une détection de mouvement ou sur une ouverture de porte. Donc il faut que les deux phénomènes se fassent, soient vrais, dans un laps de temps défini, pour que la centrale m'envoie une alarme. Restaurer après l'alarme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai une alarme et donc est-ce que je veux restaurer le système ou pas, c'est-à-dire est-ce que je dois me déplacer ou directement je peux restaurer depuis mon app ou depuis l'Ajax Pro, restaurer le système directement, ou alors est-ce qu'il faut que j'envoie une personne sur site pour vérifier quel était le problème. Et tout ça, on a des explications, je vous ai mis un peu l'explication ici à droite, mais c'est assez bien expliqué sur la web d'Ajax. Voilà, elle est très complète, donc sur Ajax System. Vous avez tout, c'est très bien expliqué, c'est très long, il y a des petites vidéos, etc. Donc voilà, c'est pour vous avez un peu plus d'explications, on va pouvoir retrouver ça sur la web d'Ajax. Donc ce que je vous disais, il y a une détection, et il va vous demander une détection de mouvement, par exemple. Bon, c'est en espagnol, excusez-moi. Donc il vous demande est-ce que vous voulez restaurer le système, ou est-ce que quelqu'un doit visiter, aller sur le site pour pouvoir voir ce qui se passe sur le site, quel est le problème du dispositif, s'il est correct, si son fonctionnement est correct ou pas. Processus d'armement désarmement en deux étapes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc j'arme ma centrale avec ma petite télécommande depuis mon clavier, mais aussi je veux que pour pouvoir l'armer complètement, j'ai besoin que la porte de sortie se ferme. Voilà. Et des activations automatiques des appareils, donc comme on disait, c'est un dispositif EHS, directement on le désactive jusqu'à ce qu'on aille sur place, on le change et on voit ce qui se passe. Donc j'ai passé assez rapidement parce que il y a beaucoup de texte, etc. Mais voilà, le plus important pour moi c'est le firmware 2.9. Donc comme je disais, le 2.10 reprend le 2.9, il y a tout du 2.9 plus ses spécifications uniquement pour l'Angleterre, mais qu'on peut utiliser. Donc le 2.9, les nouveautés du 2.9, c'était que, et d'ailleurs beaucoup de clients nous le demandaient, pouvoir récupérer la configuration de notre centrale. Par exemple, quand elle tombe en panne, les HS elle ne fonctionne plus.
comment puis-je récupérer toutes ces infos pour pas refaire l'installation de nouveau. Donc maintenant c'est faisable avec le 2.9 et le 2.10 bien sûr, mais il faut faire attention au petit tableau que je vous ai mis ici. C'est-à-dire que il ne faut pas faire n'importe quoi. Si par exemple nous avons un ancien hub, celui qui tombe en panne, on va l'appeler l'ancien. Si on a un hub normal, un standard, on va pouvoir passer la configuration à tous les hubs que nous avons. Hub, hub plus, hub 2 et hub 2 plus. Par contre, si nous avons un hub plus, on ne va pas pouvoir le passer sur un hub standard ni sur un hub 2, etc. Donc il faut suivre un petit peu le tableau et donc voir si c'est possible ou pas de le faire. D'accord. Donc ça permet, vous allez me dire, mais si la centrale EHS elle ne fonctionne pas, comment puis-je passer l'information de ma vieille centrale qui ne fonctionne pas à une nouvelle centrale? Mais c'est faisable, pourquoi? Parce que toute la configuration est sur le serveur Ajax. Donc il suffit de lui dire, on va le faire tout à l'heure, hein, il suffit de dire à Ajax, de lui dire voilà, mon ancien hub c'est celui-ci, même s'il ne fonctionne pas, et mon nouveau c'est celui-ci, passe-moi toute l'information, et en 5 minutes, 5-10 minutes, on aura ce transfert d'informations. Donc c'est important que la centrale, les deux soient côte à côte, pour pouvoir faire ce type de transfert d'informations. D'accord. Donc ça peut servir aussi, on peut imaginer que on a une configuration standard d'une centrale et on veut la passer sur une dizaine d'autres centrales parce que les installations sont identiques. Donc on définit une configuration d'une centrale avec quelques dispositifs qu'on va placer sur tous nos sites. Ben, ce qu'on peut faire, c'est faire exactement la même configuration d'une centrale à l'autre. On peut passer cette même configuration d'une centrale à l'autre. Voilà, donc c'est faisable. Maintenant, c'est faisable. Il faut faire attention aux compatibilités de nos hubs pour pouvoir passer l'information d'une à l'autre. Donc ça, c'était quelque chose de très, très demandé parce que on a une installation avec une cinquantaine de dispositifs. Notre centrale tombe en panne. Il faut la changer. Ben, il fallait rescanner tous les codes QR, le QR code pardon, de tous nos dispositifs. De cette façon, plus besoin. On passe toute l'information d'une centrale à l'autre et le tour est joué. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec le 2.9, c'est qu'on peut annuler un dispositif. On imagine que on a plein de fausses alarmes, par exemple, parce que le dispositif ne fonctionne pas correctement. Donc, avant d'aller sur le site pour pouvoir changer, pour pouvoir voir ce qui se passe, ben, directement depuis l'app à distance, on peut contourner, on peut l'annuler, on va dire. Avant, il fallait le dissocier, on l'éliminait complètement. Cette fois-ci, on peut lui dire, ben, on te contourne, on t'annule, comme ça tu ne nous envoies pas plein de fausses alarmes. Donc, une fois sur place, quand on a le temps, on y va, on lui change l'appareil, etc. Donc, annulation du dispositif en cas de dysfonctionnement. Géolocalisation à la télésurveillance, mais aussi sur le téléphone de tous les clients. Donc on peut, si on clique sur une personne, on peut imaginer qu'une personne a un problème par exemple, ou se trouve dans une situation un peu délicate. Elle appuie sur le bouton panique depuis son téléphone. Ben, toutes les personnes qui sont connectées à cette centrale-là vont recevoir la notification et vont savoir à tout moment, parce que un map va s'ouvrir, on va savoir à tout moment où se trouve cette personne-là. Le centre de télésurveillance aussi va être averti, il va pouvoir savoir où se trouve cette personne-là. Si vous voulez, après on fera un petit exemple. Voilà, c'est immédiat, c'est super, ça fonctionne très bien. Donc on va pouvoir être géolocalisé, si on appuie sur le bouton panique de notre app, soit sur le bouton virtuel, panique du bouton virtuel, soit directement sur bouton panique sur le téléphone aussi, si on a fait des groupes par exemple. Jusqu'à maintenant, notre socket et notre wall switch, donc ça c'est des dispositifs de domotique on va dire. Donc on arrive avec du 220, on repart avec du 220, on pouvait de manière biestable donc faire passer du courant ou arrêter le courant, donc fermer le contact ou ouvrir le contact. Maintenant, on peut aussi faire avec la manière pulse, une pulse qu'on va pouvoir configurer entre 0,5 secondes et 255 secondes. Donc, on va pouvoir cliquer pour faire une pulsation entre 0,5 et 255 secondes. Ça, on n'avait pas ça tout à l'heure. Maintenant, on peut le faire. Et en plus, ici, on va pouvoir faire un scénario aussi, bien sûr.
Un scénario, donc on a une détection sur un détecteur volumétrique par exemple de mouvement, et on va pouvoir dire au socket ou au wall switch de faire pendant X secondes, de faire passer le courant et pour allumer des lumières par exemple. Donc très important, si votre version de firmware de votre socket et de votre wall switch n'est pas en 5, n'est pas égale ou supérieure à 5.54 1.0, on n'aura pas l'option de pouvoir définir notre contact en pulse pendant X secondes. Donc vérifier, et ça en plus on peut pas l'actualiser, c'est pas actualisable. Soit on l'achète avec cette version-là, soit on peut pas le faire. D'accord ? Aussi, ce qu'on peut faire maintenant avec le 2.9, c'est depuis notre bouton et transmetteur, ou maintenant aussi le multitransmetteur, j'ai oublié de le mettre, on va pouvoir personnaliser la notification d'alarme. C'est-à-dire que si on connecte un détecteur sur le multitransmetteur, par exemple Blue Transmitter, on va pouvoir lui dire qu'il est connecté à un détecteur d'incendie, par exemple. Donc on va recevoir une notification comme quoi on a une alarme d'incendie. Avant, on ne pouvait pas le faire. On avait juste une notification et on ne savait pas si c'était de l'incendie, un bouton panique, assistance, etc. Idem avec le bouton panique, on va pouvoir définir que quand on clique sur le bouton panique, on clique et on envoie une alarme d'assistance ou d'incendie ou d'intrusion. D'accord ? Donc maintenant, j'ai oublié ici de mettre le multitransmetteur, mais le multitransmetteur aussi permet de faire ça, de personnaliser les alarmes dans les notifications. Le problème qu'on avait aussi avant avec notre petite télécommande, c'est que on avait souvent des fausses alarmes où on armait ou désarmait de manière accidentelle, on va dire. Donc on s'asseyait dessus, ou on mettait ça dans la poche, et puis d'un seul coup, parfois on armait ou désarmait la centrale. Donc maintenant, on peut définir sur la petite télécommande que pour armer, par exemple, il va falloir faire un double clic ou une pulsation longue. Donc ça, on peut définir l'armement, désarmement, le mode panique, enfin le bouton panique ou le mode nuit, ou soit on veut armer avec un double clic, soit on appuie pendant X secondes sur le bouton armer pour pouvoir armer. Donc ça, c'est ce qui nous était demandé par beaucoup de clients. Important aussi, il faut vérifier que notre dispositif est bien la version 5.54.1.0 ou supérieure. Si on ne l'a pas, on ne va pas pouvoir le faire. Sur nos sockets, c'est-à-dire nos prises intelligentes, on va pouvoir aussi définir l'intensité de la luminosité. C'est un peu une bêtise, mais ça a été demandé aussi. Donc maintenant, on va pouvoir dire que notre socket, il va briller un petit peu moins, un petit peu plus, etc. Donc avant, on avait une intensité, et puis point dans la ligne. Maintenant, on va pouvoir définir jusqu'à 3 niveaux d'intensité. Donc les scénarios, on va passer un petit peu de temps sur les scénarios intelligents. Donc pour moi, il y a 2 types de scénarios. Donc un type de scénario qu'on va pouvoir effectuer sur nos modules intelligents, c'est-à-dire notre wall switch ou notre socket. Wall switch et socket, c'est quoi? C'est qu'on arrive, on branche ça avec du 220, on le branche sur du 220 et on repart avec du 220. Donc on ferme le contact ou on ouvre le contact, on rentre avec 220, on part avec du 220. Et la J-relais, c'est un peu différent, c'est un relais, on va dire, on rentre obligatoirement, il faut alimenter en 12 volts, et on fait passer n'importe quel circuit électrique par les 2 bornes. Donc alimentation 12 volts, et on fait passer n'importe quel circuit. Ça, c'est le premier type de scénario qu'on peut faire, donc faire une action sur ces modules de domotique, on va dire. C'est-à-dire, on peut imaginer, on a une détection, par exemple, un intrus, on détecte un intrus, un mouvement, et on dit que au wall switch par exemple, où on a connecté des lumières, de fermer le contact, et donc ces lumières vont s'allumer pendant X temps. Idem avec le socket ou avec la J-relais. On peut dire aussi que quand j'arme ma centrale par exemple, je fasse une action sur le wall switch ou le relais, etc. Donc on peut faire plusieurs scénarios sur ces modules d'automatisation. Le deuxième scénario, qui est très facile, c'est uniquement armer ou désarmer la centrale par horaire. C'est-à-dire, sur ma centrale, je définis que je veux armer ma centrale le lundi à 8h et je la désarme à 18h par exemple.
et je fais ça pour tous les jours de la semaine, etc. Donc, premier type de scénario, c'est l'armement-désarmement automatique de notre centrale. Et deuxième type de scénario, c'est on agit sur nos modules d'automatisation, sur le socket, AJ-Relais et wall switch. Donc, il faut faire attention au niveau des scénarios. Suivant le hub qu'on prend, on peut faire, avec le hub normal, on peut faire que 2 scénarios. Donc, si on imagine qu'on veut programmer la centrale, on veut programmer un scénario d'armement et un autre de désarmement, ça fait 2 scénarios. Donc, on occupe déjà 2 scénarios. Donc, vérifiez si vous voulez faire beaucoup de scénarios, prendre le hub adéquat. D'accord. Donc, on a vu que l'armement-désarmement, on peut faire un scénario sur l'armement-désarmement du hub de manière automatique par calendrier. Et on peut agir sur les modules d'automatisation. Soit par armement-désarmement, donc j'arme ma centrale ou je désarme ma centrale et je demande de faire une action, de fermer un contact à mes modules d'automatisation. Soit par alarme, comme on a dit, c'est-à-dire il y a une détection et on veut que mon AJ-Relais ferme le contact, allume une lumière. Ou alors directement par programmation horaire aussi. On peut dire que mon socket, par exemple, qui est branché à une lampe, peu importe, on veut qu'elle s'allume à 8h du matin et qu'elle se ferme, qu'elle s'éteigne à 8h du soir, par exemple. Donc voilà, ça, on peut agir soit par armement-désarmement, soit par alarme, soit par programmation horaire. On peut faire aussi, excusez-moi, un scénario par le bouton panique. Donc le bouton panique, soit on le définit comme bouton panique, soit on le définit comme bouton d'action, bouton de contrôle. C'est-à-dire que on peut imaginer que ce bouton de contrôle, on veut ouvrir le portail de la maison, par exemple, le portail. Donc on ne va pas l'utiliser comme bouton panique, bien sûr, on va l'utiliser comme bouton de contrôle. Donc quand on va cliquer sur le bouton panique, qui est connecté, on lui fait un scénario qui est connecté à notre AJ-Relais, par exemple, qui va nous permettre d'ouvrir le portail. Donc voilà, ça c'est les 2 types de scénarios qu'on peut faire sur la centrale où on fait une action sur nos modules d'automatisation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est exactement la même chose. Donc 2 types de scénarios, armement-désarmement, de manière automatique de notre centrale, et on fait une action sur nos modules d'automatisation. Donc on va passer vite fait sur nos relais. Nos relais, ce que je vous disais, c'est on alimente en 12 volts obligatoirement. Et on peut, bien sûr, on peut agir, on peut faire un scénario sur le relais, mais aussi de manière manuelle. On peut activer ou désactiver le relais, fermer le contact ou ouvrir le contact. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais on peut faire des scénarios dessus, mais manuellement, on peut agir sur tous nos modules d'automatisation. Le wall switch, c'est du 220, on entre en 220, on repart en 220. Et le socket, c'est exactement la même chose, en plus joli. Vite fait, on va passer, parce que c'est pas encore... et ça, c'est uniquement pour les centrales de télésurveillance, c'est le nouveau software qu'a développé Ajax. Ça, c'est pour la télésurveillance. C'est un peu comme l'Ajax Pro, mais beaucoup plus poussé. Donc c'est un software uniquement pour les centrales de télésurveillance. Je crois qu'il est payant, donc il faut voyez avec notre service commercial. Et donc c'est un Ajax Pro sur PC, mais beaucoup plus poussé, avec beaucoup plus de fonctionnalités. Donc il faudrait voir avec notre service commercial pour en savoir plus. Donc voilà, ça j'ai pas trop de détails dessus parce que c'est pour uniquement la télésurveillance. Mais je crois qu'il est payant. Donc, si vous voulez bien, on va voir un petit peu des vidéos sur YouTube. Et ensuite, on voit vite fait quelques exemples sur Ajax Pro sur le PC. Donc, on va couper ici. Donc, on va voir, si vous voulez bien, l'efficacité du brouillage. On a vu comment changer les modules d'alimentation, 6 volts, 12 volts. Ça, c'est sur YouTube aussi. On va voir l'efficacité contre le brouillage des signaux. Et on va voir la portée du signal JWLR. Le protocole qu'utilise Ajax pour communiquer la centrale avec les dispositifs. Donc, on va voir ici. Donc on va peut-être voir ici le signal JWLR. Là. Je suppose que vous le voyez bien.
Donc on a placé une home sirène et une motion cam avec photodétecteur, donc, qui nous permet sur détection de nous envoyer des photos. Donc on a fait un premier test dans une installation avec obstacle. Donc on a pris notre société. Ici la centrale se trouve au premier étage. Donc il descend placer notre détecteur avec en bois de photo plus notre petite sirène. Donc il croise tout notre stock. Les rébéniles, mais bon. Donc il installe notre PIRCam et notre petite sirène, et on a du signal GWLR de 2 petits traits sur 3. Donc on a vu que, et il arme la centrale, armement 1. Donc on voit que notre centrale est placée au premier étage, où on traverse tout notre stock avec plein d'obstacles, des palettes de tous les côtés, des gros murs, des escaliers, etc. Et on a quand même 2 traits des 3 possibles. Donc ici, la personne a été détectée, on reçoit les 3 photos. Donc c'est pour vous dire que, vous voyez, ça c'est un peu le parcours qu'a fait mon collègue. Et la centrale se trouve bien sûr au premier étage avec des escaliers, des murs, etc. Deuxième test qu'on a fait, c'est la distance en champ ouvert. Donc Ajax nous dit toujours 2 km, 1 km, donc on a voulu tester bien sûr. Donc on a passé notre centrale à un endroit sur un arbre. On a parcouru, alors attendez, combien on a parcouru? Je crois que c'était 1 km. En champ direct bien sûr. Hein, jusqu'à 1050 mètres, 1050 et quelques. On a placé un détecteur, une PIRCam et notre sirène. Et on a quand même 2 petites barres des 3 possibles. On arme notre centrale. La centrale se trouve à 1 km et 50 mètres. On passe devant notre motion cam et on reçoit bien nos 3 photos au bout de 50 secondes. Au niveau de la notification, vous avez vu que c'était immédiat, et les photos, bien sûr, on a un certain temps pour recevoir tout ça. Donc, on a fait les tests. Quand on vous dit qu'en champ ouvert, on peut faire de 1 km, 2 km, on a testé, et ça fonctionne. Donc, on peut voir maintenant ici comment éviter le brouillage, comment notre centrale essaie à tout moment, éviter le brouillage et de nous notifier. Donc on a pris, je crois, deux systèmes. Un qui est connecté via Ethernet plus 3G, plus carte GPRS 3G, et un système uniquement en 3G. Donc on vérifie nos signaux, les signaux Wi-Fi, etc. Les signaux. On vérifie que tout fonctionne, que notre télécommande fonctionne. On peut armer, désarmer. Tout est correct pour l'instant. On fait une ouverture. On reçoit les notifs, impeccable. Donc tout ça, pour l'instant, ça fonctionne. On a une bonne connexion Internet, on a du 3G, le serveur est au courant. On peut armer et désarmer depuis notre clavier. Idem. On désarme. Ok, jusqu'à maintenant, pas de brouillage, tout fonctionne correctement. On a un appareil qui va nous brouiller tous les signaux, 3G, GSM, 4G, etc. On le met en marche. On vérifie qu'il brouille bien tous les signaux. Donc, on a perdu, normalement, le signal GWLR et le signal 3G. Donc avec notre centrale qui est connectée en Ethernet et 3G, donc on va perdre une connexion, bien sûr, parce que Ethernet on ne le perd pas, on va perdre la connexion 3G, mais on va être averti quand même sur notre Ajax Pro ou Ajax tout court, que notre signal a été brouillé. Connexion via GWLR just lost, Skateboard and Living Room, par exemple. Donc
On a tous ces détecteurs-là qui ont été, on voit qu'ils ont été brouillés, mais on a été averti et on voit que notre connexion cellulaire n'est pas connectée. Donc, quand on a une connexion Ethernet et 3G, on continue à voir, on perd le protocole GWLR, la communication GWLR entre ton dispositif et la centrale. On perd aussi celle de 3G, mais on garde quand même la connexion Ethernet, donc on est notifié. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on a une connexion uniquement 3G? Ben, idem, hein. On va perdre la connexion GWLR, protocole GWLR entre les dispositifs et la centrale. Comme on n'est pas connecté à Internet, ben, le 3G est brouillé aussi, mais on reçoit quand même notre notification, notre serveur nous avertit que nous n'avons pas de communication. Donc voilà. Donc entre-temps, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la centrale, elle, bon, là on a un dispositif professionnel pour faire vraiment du bon brouillage, on va dire. Donc la centrale, entre-temps, elle va essayer quand même de changer de fréquence, comme on a dit. Mais si elle n'est pas capable, si jamais elle n'est pas capable, si elle nous brouille le protocole GWLR et ensuite aussi elle nous brouille le 3G ou le 4G, mais le serveur, on va quand même notifier que notre centrale a perdu la communication. D'accord. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va voir? Configuration de notre Ajax. Donc voilà, on va passer directement à la partie pratique. Vite fait, ça ne va pas prendre longtemps. Je sais que vous avez du boulot. Donc voilà, j'ai ouvert mon Ajax Pro sur PC. Je me suis logué avec le même compte que sur mon téléphone. Hein. Tu crées un compte Ajax Pro, ben, tu l'utilises sur ton téléphone ou sur le PC aussi, sur l'Ajax Pro sur PC. Bon, d'un seul coup d'œil, j'ai toutes mes centrales. Là, je pourrais chercher par le nom, parce que bon, quand tu crées une centrale, tu vas pas lui donner Hub 2 ou Hub 2+, tu lui donnes le nom du client directement. Donc tu peux chercher ta centrale, si tu en as des milliers ou des centaines, tu peux chercher directement par le nom ou par l'idée de la centrale. Donc ici, on va se centrer sur le nouveau, le Hub 2+, par exemple. Donc je vais prendre ma centrale Hub 2+. Voilà, ok. Hub 2+. Donc ce qu'on va faire vite fait, par exemple, je vais sur mon téléphone à moi, je vais prendre idem, je vais cliquer sur le bouton panique, on va dire. Ça s'appelle Hub 2+, celui-là. Désolé, on va changer. Hub 2+. Hub 2+, ici. Donc je vais mettre directement sur notification. Donc je vais cliquer sur le bouton panique de mon téléphone et on va voir ce qui arrive, ce qui se passe. Louis a appuyé sur le bouton panique. Donc vous voyez, on reçoit les notifications. Toutes les personnes qui sont sur la centrale vont recevoir la notification. Et vous voyez qu'à droite, ici, nous avons le petit icône ici. On va pouvoir cliquer dessus. Et automatiquement, je vais être localisé. Donc je me trouve ici. Je vais pouvoir agrandir un petit peu, bien sûr. Soit je le mets sur ce format-là, soit en mode satellite. Et donc, on sait que Louis a un problème. Il a appuyé sur le bouton panique. Je clique dessus, je sais à tout moment où il se trouve. D'ailleurs, je peux ici même déplacer cette personne-là, ici, et puis voir où se trouve Louis. Enfin, pour avoir une idée, hein. Je ne vais pas apparaître là, c'est normal, mais je veux savoir à tout moment où se trouve Louis qui a buté sur le bouton de panique. Bon, on peut l'utiliser comme bouton panique, mais on imagine un enfant où son papa dit dis-moi où tu te trouves. Et donc, vas-y, clique sur le bouton panique, comme ça, automatiquement, je sais où tu te trouves. Voilà, on peut l'utiliser comme ça aussi. Donc voilà, ça c'est une petite démo de savoir comment fonctionne le bouton panique et la géolocalisation de la personne. Donc ça, pour moi, c'est très intéressant. Donc on revient sur notre centrale. On voit ici que nous avons un multitransmetteur. Donc c'est très facile pour ajouter le multitransmetteur sur notre centrale, ben, on scanne le QR code de la centrale, c'était facile, on l'ajoute. Et ensuite, on ajoute les dispositifs, on câble les dispositifs câblés qui étaient déjà sur le site, par exemple. Et on ajoute nos dispositifs. Par exemple, ici, on a 5 dispositifs qui sont déjà ajoutés, câblés. Je vais en rajouter un 6e. Donc je vais l'appeler détecteur, je sais pas, intrusion.
Donc là, directement, il me met que c'est sur l'entrée 6, mais je peux le changer. Hein, parce que pourquoi l'entrée 6? Parce qu'il y en a déjà 5 qui sont installés. Donc il me propose déjà l'entrée 6, mais je peux changer l'entrée 7, etc. Et il est placé dans la chambre ou dans la pièce lab qu'on a appelé, mais on peut l'appeler salon, etc. C'est juste pour le localiser quand il y a une détection. Ben, la notification, il va nous dire ben, détecteur d'intrusion, alarme sur détecteur d'intrusion dans la salle, dans la pièce lab. Donc je le rajoute et ensuite je le configure. Une fois que je l'ai rajouté, je le configure. Donc je l'ai déjà appelé détecteur d'intrusion, je l'ai placé dans la chambre, dans la pièce lab. Et là, c'est là où je définis si c'est un détecteur d'alarme ou alors ma zone, en fait ma zone 6 ici, là, dans ce cas-là. Est-ce que c'est une zone d'alarme ou une zone d'autoprotection? Ben, dans ce cas-là, c'est une zone d'alarme de senseur. Je définis si mon détecteur est en mode pulse ou en biais stable. Et voilà, je définis si il y a un détecteur, si ce détecteur a une alarme, je définis si la sirène va sonner ou pas. S'il y a du retard, si je laisse un retard en détection ou pas, en entrée ou en sortie. Et comme je vous disais, la manière personnalisée cette détection-là, on peut lui dire que s'il y a une détection, je veux que j'envoie une notification comme une alarme d'intrusion. Pas d'incendie ni d'aide médicale, c'est une intrusion. D'accord ? Je ne vais pas le sauver. Je vais prendre un exemple. Par exemple, si je prends que c'est au lieu d'une alarme, c'est une autoprotection. Mais là, j'ai beaucoup moins de choses à définir. Donc, c'est du sabotage. Quelqu'un essaie de m'arracher le détecteur. Et uniquement, j'ai l'option de dire que c'est du sabotage et point à la ligne. Par contre, maintenant, si je définis que c'est un dispositif d'alarme, je le définis en normalement fermé, mais je peux aussi lui dire, comme je disais tout à l'heure, hein, on peut faire du résistance fin de ligne. Donc on va lui dire que c'est un détecteur en résistance fin de ligne. Et on va ici pouvoir définir la résistance que nous avons placée ou que le détecteur a. Donc ici, vous voyez qu'on peut commencer de 1.0 pardon, jusqu'à 7.5. Donc on définit que mon détecteur a une résistance, moi j'ai placé une résistance de 4.7 par exemple. Et donc j'attends cette résistance-là. Si je n'ai pas cette résistance-là, eh bien j'envoie ça comme une alarme. Et dans ce cas-là, j'envoie ça comme une alarme d'incendie par exemple. Donc c'est aussi facile que ça. Donc on ajoute notre multitransmetteur, on fait le câblage, on câble tous nos détecteurs. On définit si c'est des détecteurs en simple détection ou en résistance fin de ligne. Et on fait l'action qu'on veut faire. On envoie l'alarme qu'on veut envoyer. Incendie, intrusion, etc., etc. Donc ça, c'était l'exemple du multitransmetteur. Si par exemple maintenant on veut isoler notre motion cam, par exemple, qui donne des problèmes, pas d'envoyer des mauvaises notifications à tout moment. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que directement, on va désactiver désactivation temporaire. On désactive notre détecteur. Attendez, désactive notre détecteur. Qu'est-ce qu'on désactive? Tout le détecteur ou uniquement l'autoprotection? Je vais tout désactiver. Je le désactive, ok. Il m'avertit que bon, il ne va servir à rien, il ne va pas envoyer de notification, même pas sur les scénarios, etc. Je dis oui, ok, je fais enregistrer. Je viens d'annuler ce détecteur-là parce que il me donnait pas mal de fausses alarmes. Donc quand j'irai sur l'installation, je vérifie et une fois que c'est bon, à la rigueur, je peux le réactiver. Je ne l'annule pas. Donc il est de nouveau opérationnel. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi maintenant? De faire un scénario par exemple. Oui, on va faire les scénarios avec notre centrale de manière automatique. On va armer et désarmer notre centrale de manière automatique. Donc on va sur notre centrale, sur la configuration de notre centrale. Et on va sur... Ah non, on va faire plutôt l'importation des données, plutôt, excusez-moi. Donc, je prends ma nouvelle centrale, je me mets sur la configuration de ma nouvelle centrale, c'est le hub de plus ici, et
je veux récupérer toute l'information d'une centrale qui HS qui se trouve juste à côté de cette centrale-là. Donc ce que je fais, c'est que, bon, il m'avertit, hein, il me dit sélectionner la source de données. Donc je vais aller chercher mon hub qui HS, qui ne fonctionne pas. Donc ici je prends par exemple, je vais prendre le hub 2, donc du hub 2 qui ne fonctionne pas. Il n'a même pas de connexion internet, il n'a rien du tout, il ne fonctionne, il ne s'allume même pas. Je vais récupérer quand même cette information, je vais la passer sur mon nouveau hub 2+. Donc je sélectionne mon hub 2, je fais suivant. Je n'ai pas les droits d'administrateur, ok, ben je vais en prendre un autre. Le hub tout court, par exemple, je fais suivant, ok. Là, il me dit que, est-ce que tu veux récupérer tout? Donc, il me dit que j'ai 6 appareils sur mon vieux hub. J'ai 6 appareils que je vois ici. J'ai défini 3 pièces, j'ai défini 6 groupes, et j'ai 23 utilisateurs. Est-ce que je veux tout récupérer? Bon, vous voyez qu'on ne récupère pas les paramètres réseau, mais ça c'est un peu normal, hein. Parce que comme ma nouvelle centrale va être en DHCP, il va prendre l'adresse IP que lui donne la box, ça c'est pas important. Et là je fais suivant. Donc là il va passer, je ne vais pas le faire, hein. Il va passer toute l'information en 5 minutes, on aura le serveur Ajax va se connecter à mon nouveau hub et il va passer toute l'info. Voilà, c'est aussi facile que ça. Donc en suivant aussi, comme je vous ai dit, hein, le petit tableau que je vous ai mis là. Et pour finir, si vous voulez, on va faire un scénario peut-être, on va faire des scénarios, sur ma centrale, le scénario typique de armer, désarmer ma centrale, par exemple, qui se trouve, calendrier de sécurité. Donc je veux armer ma centrale, par exemple, ou désarmer, pardon, ma centrale tous les jours à 8 h du matin, par exemple. Donc, je crée un scénario, je l'appelle désarmement, objet de sécurité, conduit non, hub 2, oui. Je désarme, on a dit, je veux désarmer mon système tous les jours à 18h35, allez, 18h35, sauf le dimanche et sauf le samedi. J'enregistre. Et automatiquement, j'ai créé un scénario de désarmement de ma centrale de manière automatique du lundi au vendredi à 18h36. Je peux faire un autre scénario pour armer ma centrale à 8 h du matin, donc je créerai un deuxième scénario. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant aussi? On va faire un scénario sur une détection de mouvement, par exemple. Donc on va aller directement, comme on a dit, sur... Attendez, peut-être que j'en ai pas. Wow. Ah si, ici. Donc je vais sur mon petit relais. Vous voyez qu'ici, de manière automatique, de manière manuelle, je peux fermer le contact ou ouvrir le contact. D'accord? Donc je vais aller sur mon relais, que j'ai mis en biais stable, pas en pulse. Donc j'ai mis le biais stable pendant, si je mets un pulse par exemple ici, voir si cette version me le permet. Voilà. Je peux le mettre en pulsation pendant X secondes. Donc chaque fois que je vais cliquer dessus, de manière manuelle, il va m'ouvrir le contact ou fermer le contact, parce que là il est normalement ouvert, donc il va me fermer le contact pendant 5 secondes. Au bout de 5 secondes, il va me refermer le contact à l'envers, pardon. Mais aussi je peux créer un scénario, lui dire que si par exemple je vais créer un scénario de par-alarme, si jamais j'ai une détection sur mon détecteur, ma PIRCam par exemple, je la sélectionne. Je vais l'appeler sur alarme, sur PIRCam. De manière pulse, je veux que si ma PIRCam détecte un mouvement, je veux que de manière par pulse, que pendant 5 secondes, dans ce cas-là, on a déclaré que le pulse était de 5 secondes, tu me fermes le contact pendant 5 secondes. Je fais enregistrer et je viens de créer un scénario sur alarme. Donc, si mon détecteur détecte, bon, le détecteur va m'envoyer des notifications bien sûr, il va me faire les photos que je lui dis de faire, mais aussi il va faire une action sur mon agirelais, il va fermer le contact de mon agirelais pendant 5 secondes, qui va permettre, je sais pas, de faire sonner une sirène par exemple, ou d'allumer une lumière. Donc voilà, ça c'est les scénarios qu'on peut faire sur nos modules d'automatisation. On peut aussi faire un scénario
au lieu de sur alarme, par armement ou désarmement de ma centrale, par exemple. Si par exemple, lors de l'armement, je veux que ça fasse un pulse de 5 secondes dans ce cas-là, parce qu'on l'a déclaré en 5 secondes, et j'enregistre. Donc quand je vais armer ma centrale, mon petit relais va fermer un contact pendant 5 secondes. Je peux faire aussi un scénario par calendrier, lui dire que, je vais mettre par calendrier, qu'à 11h45 par exemple, tous les jours de la semaine, tu me fermes le contact pendant 5 secondes. C'est pas très intelligent ce que je viens de faire, mais bon, c'est un exemple. C'est pour dire juste qu'on peut faire 3 types de scénarios sur nos modules d'automatisation. Et sur la centrale, on peut armer, désarmer de manière automatique par calendrier. Voilà. Donc tout ça, ce que je voulais vous résumer en fait, c'est que pourquoi l'Ajax? Parce que je suis en train de faire ça directement depuis assis, depuis mon téléphone ou depuis mon Ajax Pro. Et le client va pouvoir faire la même chose, pas sur l'Ajax Pro, mais depuis son téléphone. Il va pouvoir faire la configuration, armer, désarmer, faire quoi que ce soit sur la centrale à distance. Il n'a pas besoin de se déplacer sur le site, bon, sauf s'il voit que le problème ne peut pas être résolu depuis à distance. Donc il va pouvoir se déplacer, de pouvoir faire ça depuis à distance. S'il faut aller sur site pour changer un dispositif, voir ce qui se passe exactement, parce qu'à distance on n'y arrive pas, ben, il va se déplacer. Mais sinon, on a toute la config, on peut voir tout ce qui se passe sur la centrale, on va être averti de tout ce qui se passe. Et on peut faire tout ça à distance sans se déplacer. Et on a vu que au niveau de notre centrale, grade 2, la portée du signal JWLR, la possibilité de se défendre via un brouillage de nos signaux. Tout ça, Ajax évolue, ça s'améliore de jour en jour. Donc pour moi c'est un super produit que les clients finaux aiment bien, que les installateurs aiment beaucoup. Il y a quelques défauts, oui, je suis d'accord. Mais tout ça, ça s'améliore avec tout ce que vous nous disiez. Nous on remonte tout ça à Ajax. On essaie d'améliorer tous ensemble. Donc c'est un produit, pour moi c'est un super produit qui est très convivial et qui fonctionne très très bien. Il faut voir aussi que c'est un produit sans câble, c'est du sans fil, c'est facile à installer. Donc voilà, c'est un peu et puis vous voyez que chaque fois on évolue, on améliore tout ça. Ajax améliore tout ça avec vos conseils, nos conseils. Et ça reste un super produit, en comparaison avec la concurrence, bien sûr. Donc voilà, pour moi c'est bon, j'ai fini. Je vous remercie à tous, merci Patrick, merci beaucoup et à la prochaine. Allez, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits de sécurité, abonnez-vous à la chaîne Visiotech et activez les notifications pour rester à jour sur nos vidéos.